Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Édouard Brazé, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous recevoir pour cette émission spéciale Noël. Alors, tout à l'heure, on vous retrouvera à 21h pour rentrer de plein pied dans 2 tomes de l'Encyclopédie du Merveilleux que vous avez publié aux éditions Hors Collection, que je recommande à ceux et celles qui nous écoutent parce que ce sont vraiment de très beaux objets. D'abord, de beaux bouquins très documentés et de beaux objets. Les maquettes sont absolument fantastiques. On en a déjà parlé lorsque vous nous avez fait le plaisir de venir nous rejoindre dans Les Aventuriers de l'étrange. Alors, il y a 3 tomes. Le premier, c'est Du Bestiaire fantastique. Le deuxième, des peuples de la lumière. Et le troisième, Des peuples de l'ombre, aux éditions Hors Collection. Je suppose que c'est une série qui fonctionne bien, qui plaît aussi bien aux adolescents qu'aux adultes que nous sommes. Oui. Alors c'est Hors Collection Le Préau Clair, l'éditeur. Oui, voilà. Alors en fait le premier tome c'était Les Peuples de la Lumière. On a commencé par oui. Après on a fait le Bestiaire puis Les Peuples de l'ombre. Enfin bon, les amateurs généralement sont intéressés par les 3 parce que c'est vrai que ça donne l'ensemble des personnages féeriques. Et donc c'est vrai, les livres ont été très très bien reçus. D'ailleurs l'Encyclopédie du Merveilleux a été primée aux Imaginales d'Épinal en mai. On a eu le grand prix spécial du jury puis le prix Claude Seigneur de l'imagerie, ce qui est une reconnaissance du travail à la fois folklorique et puis du bel objet illustré qu'est cette encyclopédie. Alors, dans cette encyclopédie, que ce soit aussi bien dans Les Peuples de la Lumière ou du Bestiaire fantastique, je pense aux rennes, vous ne parlez pas du Père Noël. Eh ben oui, parce que le Père Noël, c'est un sujet en tant que tel. Il y a tellement de choses à dire qu'il faudrait un volume à lui consacré uniquement, parce que le Père Noël est un personnage très très étrange, très ambigu en fait, et passionnant. Alors, historiquement, le Père Noël, d'où vient-il ? Alors, historiquement, il s'agit d'une légende, donc par définition, la légende a toujours des sources historiques, mais qui ont été magnifiées. Alors, c'est vrai que l'origine la plus précise du Père Noël, c'est Saint Nicolas. Alors, Saint Nicolas, c'est un évêque chrétien du IVe siècle, qui vivait en Asie mineure, qui a fait des miracles comme tous les saints, mais dont la figure, qui était quand même relativement austère, est très très éloignée du Père Noël tel qu'on le connaît. Mais c'est vrai qu'il a eu, ce Saint Nicolas a eu un grand succès, notamment dans les pays germaniques, Hollande, Pays-Bas, etc. Les pays du Nord, donc, en règle générale. Plutôt les pays du Nord, et d'ailleurs encore aujourd'hui, le 6 décembre, la Saint-Nicolas est donc la nuit où les enfants reçoivent des cadeaux dans ces pays, ces pays du Nord. Et donc, ça ne correspond pas au 24 décembre comme on le fait dans notre Europe occidentale. La date a glissé, pourquoi ? Parce que christianisme oblige ? En fait, il y a plusieurs raisons. Le 6 décembre, c'est donc la fête de Saint-Nicolas, mais c'est également le début, en quelque sorte, de cette période de l'Avent qui prépare Noël. Et c'était une façon, en fait, d'annoncer, en quelque sorte, les fêtes de Noël. Mais il y avait une distinction entre le saint qui apporte les cadeaux aux enfants et puis la naissance de Jésus-Christ. Le 24 décembre, 25 décembre plus exactement, c'était c'est bien sûr c'est la naissance du Christ, mais c'est également la période du solstice d'hiver. Et c'est vrai que jadis, notamment encore une fois dans les pays du Grand Nord, on fêtait au 25 décembre, parce que c'était la période, maintenant c'est le 21, mais c'était à l'époque la période du solstice d'hiver, on fêtait en quelque sorte le renouveau de la lumière. Pourquoi ? Parce que c'est les nuits où donc la nuit la plus longue, on a peur que le jour ne revienne pas, et en fait on fait des invocations presque chamaniques pour faire revenir la lumière, et en fait le chaman, le sorcier qui fait revenir la lumière, c'est un petit peu l'ancêtre du Père Noël. Ça, c'est donc une origine, je dirais, ancestrale.
Et ça va jusqu'au 6 janvier, c'est-à-dire qu'avec l'épiphanie, avec les rois qui apportent eux-mêmes des cadeaux, L'or, la myrrhe, l'or, la myrrhe l'encens. et l'encens, Ouais. eh bien, le 6 janvier, on a encore d'autres visiteurs de Noël, notamment en Italie, la fée Befana, qui apporte des cadeaux aux enfants cette nuit-là, enfin aux enfants obéissants, parce que les enfants qui ne sont pas obéissants, ils reçoivent du charbon, tout simplement. D'accord. Voilà. Et il y a également une sorcière de Noël qui s'appelle Frau Holl, qui est très connue en Allemagne du Sud notamment, et qui elle-même passe par la cheminée pour apporter des cadeaux aux enfants. Vous voyez, il y a toute une série de Père Noël en quelque sorte, Ouais. qui du 6 décembre au 6 janvier, en passant bien sûr par la nuit du 24 au 25 décembre, apportent des cadeaux aux enfants. Oui. C'est une origine très païenne finalement, très proche de la nature au départ. Hein. C'est dans ce sens-là que j'utilise le mot païen. Absolument. Donc le Père Noël, c'est vrai que même s'il a une origine chrétienne, si l'on veut, avec Saint Nicolas, c'est un personnage absolument païen et tout ce qui l'identifie est vraiment de l'ordre du paganisme. D'ailleurs, jusqu'à il y a peu, l'Église chrétienne refusait la présence du Père Noël comme étant une atteinte en quelque sorte à la religion chrétienne. Ouais. En 1952, il faut savoir que le Père Noël a été pendu aux grilles de la cathédrale de Nancy. Non. Ah si, absolument. Et à une autre reprise, je crois, son effigie a été brûlée. Donc, il y a encore un demi-siècle, croire au Père Noël, c'était pratiquement aller en enfer, c'est croire au démon. Oui. C'est vrai que dans les familles très catholiques, ça n'est pas le Père Noël qui apporte les cadeaux, mais le petit Jésus. Ça, je l'ai entendu. Oui, d'ailleurs, dans certains pays et certains cantons d'Allemagne notamment, on parle du Christkindl, c'est-à-dire l'enfant Jésus, et c'est lui qui apporte les cadeaux aux enfants. Alors parfois, on le voit d'ailleurs dans des représentations, on voit l'enfant Jésus avec le bonhomme Noël, et tous les deux ont une luge et ils vont de ferme en ferme pour apporter des cadeaux. Oui. Alors, Édouard Brazé, parlons du Père Noël lui-même, l'image que l'on en a actuellement, ce bonhomme à qui on ne donne pas d'âge tellement il est vieux, mais en même temps pas très vieux, qui est habillé avec ce célèbre manteau rouge à bordure de fourrure blanche. Ça n'était pas sa couleur d'origine. Non. Le rouge est lié, comme on le sait, à une publicité d'une boisson gazeuse d'origine américaine. D'Atlanta, pour ne pas la citer. Et qui, en 1931, a choisi comme thème publicitaire pour faire la promotion de sa boisson, le Père Noël. Et pas n'importe quel Père Noël, un Père Noël dont la physionomie, c'est le bon vieillard avec la barbe blanche, un petit peu enveloppé, vous voyez, façon Obélix, etc. Ça, c'était en fait une caricature qui était parue dans la presse américaine en 1863. C'était un illustrateur qui s'appelait Thomas Nast qui avait en fait donné au Père Noël son apparence telle qu'on la connaît. Mais la couleur rouge, parce qu'il était plutôt vert, c'était l'homme des bois, le Père Noël, c'était l'homme de la nature, l'homme de la nature. Donc il était soit couvert de fourrure d'animaux, soit habillé plutôt de couleur verte, parce qu'il se confondait justement avec les sapins, avec la nature. Et alors, la couleur rouge lui a été donnée pour ce fameux cycle de publicité. Alors c'était très marrant, on peut encore les voir maintenant dans les autologies. Généralement, ça se passait donc la veille de Noël. On voit la cheminée, on voit les chaussettes pendues comme ça se fait dans les pays anglo-saxons pour recevoir les cadeaux. Et on voit le bon vieillard vêtu de rouge avec les enfants qu'il reçoivent avec une bonne bouteille de Coca-Cola. On peut le dire parce que c'est Coca-Cola. et alors, ce qui est fou, c'est que c'est à la suite de cette publicité en 1931 faite par Coca-Cola. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, cette boisson ne marchait pas auprès des enfants, si vous voulez. Ça ne se buvait pas, les gens trouvaient ça mauvais. Et c'est grâce ou à cause du Père Noël que le succès auprès des enfants est venu.
Et depuis, on a cette image du Père Noël en rouge, au plan de rouge, et avec ses cadeaux de Noël. Ouais. Donc on doit, alors pour résumer, parce que c'est assez effarant, on doit cette image qui nous semble nous dater du fond des âges du Père Noël à Coca-Cola en fait. Bien sûr, parce que encore une fois, à l'époque, avant 1931, on va dire, avant ce grand engouement, parce que ça a été un succès phénoménal, je veux dire, mondial, ce personnage, et donc la publicité aussi, il y avait plusieurs visiteurs de Noël. Il n'y avait pas de Père Noël en tant que tel, il y avait surtout Saint-Nicolas dans les pays anglo-saxons, il pouvait y avoir le petit Jésus pour les pays catholiques, il y avait Sinterklaas qui était en fait Saint-Nicolas en Hollande ou aux Pays-Bas, mais le Père Noël en tant que tel n'était pas vraiment identifié. Il n'avait pas de visage vraiment, il était assez flou. Et c'est donc après 1931 qu'il a pris vraiment sa consistance, son visage, son nom, et qu'il a eu ce succès. Ouais. Mais alors, dites-moi, Édouard Brazé, vous qui avez une connaissance très fine et très pointue des êtres un petit peu extraordinaires, qui sont à cheval entre le monde visible et invisible, quelles sont les capacités et la légende qui court autour du Père Noël, qui doit être récente donc finalement? Alors, la légende, c'est-à-dire que il y a plusieurs légendes autour du Père Noël. Certaines se sont fixées de façon permanente récemment, à travers, encore une fois, les récits enfantins, les films autour du Père Noël, etc. Par exemple, le fait qu'on situe l'usine du Père Noël au pôle Nord. Oui, par exemple. On peut d'ailleurs la visiter. Et le fait qu'il est à sa solde des esclaves lutins qui sont obligés de faire des jouets et puis les fameux rennes qui lui permettent d'accomplir son œuvre de Colissimo à travers le monde durant une nuit. Donc voilà. Mais cela dit, il y a plein d'autres légendes folkloriques plus anciennes, mais qui sont un petit peu éparses et qui, par exemple, pour certaines légendes, le fait que ce soit par la cheminée que le Père Noël passe pour apporter des cadeaux. Donc ça, encore une fois, on n'attribue pas uniquement au Père Noël, mais à la fée Befana, Frau Holle, ou dans les pays du Grand Nord, à des lutins qui sont des petits vieillards qui ressemblent au Père Noël, mais ce sont des lutins, ils sont nombreux, qu'on appelle les tontus en Suède ou les Nis en Norvège. Et donc, pourquoi la cheminée ? Pour des raisons, en fait, parce que la cheminée, c'est bien sûr le lieu où on se réchauffe durant les nuits d'hiver, c'est le lieu où l'on pose la bûche de Noël, qui est là aussi un gage du renouveau, de la lumière, et c'est également le conduit qui unit la terre et le ciel, donc qui unit en quelque sorte l'au-delà et l'ici-bas, et donc c'est par la cheminée, symboliquement, que passent les dieux et les lutins, les Pères Noël. Je n'imaginais pas cette symbolique aussi complexe de la cheminée. Oui, bien sûr, c'est ça qui est intéressant, c'est que on oublie, mais bien sûr, parce qu'après on ne retient que l'anecdote, mais on oublie que la cheminée, c'est justement ce lien avec le ciel, avec les divinités. On oublie que le sapin que l'on met, le sapin de Noël que l'on met chez soi, jadis, du temps des grandes fêtes de Yule, justement, les fêtes du Grand Nord, les fêtes de Noël, du Noël païen, c'était, on allait décorer avec des bougies, etc., des sapins qui étaient à l'extérieur. Et alors pourquoi ? Quelle est cette symbolique du sapin ? C'est quoi ? C'est le représentant d'une force de la nature ? Alors d'une part, c'est l'arbre. Là aussi, l'arbre, c'est le lien avec le ciel. Bien sûr. C'est comme la cheminée, c'est quelque chose qui s'élève du ciel vers la terre, de la terre vers le ciel. De la terre vers le ciel. Et en plus, le sapin est toujours vert. Donc il est de cette couleur de la vie de la nature, qui demeure vivante même en plein hiver lorsque toutes les branches d'arbres sont mortes. Le sapin, lui, continue à résister. Et donc c'est ce gage de la vie qui continue. Et avec le hou, qui est avec ses boules rouges qui symbolisent en quelque sorte le soleil nouveau, le fait de mettre du hou dans le sapin, là on a le vert et le rouge qui sont en fait les deux couleurs de Noël. Le vert parce que justement c'est la nature qui renaît, qui reste toujours vivante, et puis le rouge parce que c'est la lumière nouvelle qui revient.
Et alors, Édouard Brazé, j'aimerais que vous me parliez un petit peu plus dans quelques instants, puisqu'on va faire une première pause. On va se retrouver parce que j'aimerais qu'on revienne sur la bûche de Noël. Vous l'avez évoqué très rapidement, et c'est vrai que c'est un gâteau qui est spécifique à Noël sous forme d'une bûche, exactement. Et là, vous nous avez dit qu'elle a un symbole fort, puisqu'on la met dans la cheminée, etc. Donc, vous allez nous expliquer en quoi consiste ce symbole. Une première pause, et on se retrouve tout de suite après pour découvrir ça avec vous. À tout de suite. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Édouard Brazé est en ma compagnie, c'est le premier invité de cette émission Les Aventuriers de l'étrange spécial Noël. Nous sommes ensemble, vous le savez, jusqu'à minuit. Durant cette première demi-heure avec Édouard Brazé, qui est conteur, qui est auteur de magnifiques livres, nous évoquons un personnage fantastique qui va passer ce soir, cette nuit, par toutes les cheminées, pour apporter des cadeaux à tous les enfants sages, bien entendu. Et ensuite, on retrouvera à partir de 21h Édouard Brazé pour 2 heures où là, nous allons rentrer dans son encyclopédie du merveilleux, qui est aux éditions hors collection Le Pré au Clair. Très très beau livre, 3 tomes, je vous les cite pêle-mêle, des peuples de la lumière, du bestiaire fantastique et des peuples de l'ombre. Vous allez voir, on va découvrir un monde génial, on va parler des fées, des lutins, des elfes, on parlera des hippogriffes, des sphinx, de ces animaux extraordinaires, de Pégase, on parlera également des dragons, bien entendu. Mais pour l'heure, Édouard Brazé, vous avez cité très rapidement la bûche de Noël tout à l'heure. Alors, ça consiste en quoi cette bûche de Noël ? Alors, le gâteau que l'on sert traditionnellement lors du repas de Noël, vous avez Noël sous forme de bûche de Noël, est très daté. C'est 1870 Paris. Alors pourquoi ? Parce que à la suite de la guerre de 70, il y a toute une série d'Alsaciens qui sont venus donc s'installer dans la capitale et qui sont venus avec leurs croyances, leurs rites, etc., notamment concernant Noël. Et les pâtissiers parisiens ont mis au point ce gâteau qui a eu le succès que l'on sait puisqu'on en déguste encore aujourd'hui, qu'on appelle la bûche de Noël. Mais en réalité, la bûche de Noël a une origine beaucoup plus ancienne. Il s'agit d'une vraie bûche que l'on va donc couper à l'extérieur et que l'on met dans la cheminée et qui doit brûler durant la nuit de Noël. Oui. On choisit généralement, alors soit du chêne parce que c'est un bois lent, qui brûle lentement parce qu'il faut qu'elle dure, il faut qu'elle brûle au moins jusqu'à la fin de la messe de Noël et si possible toute la nuit. Oui. On peut aussi choisir du bois d'arbres fruitiers. On peut choisir en Provence par exemple de l'olivier. Et alors en Provence, jusqu'à il y a peu, lorsqu'il y avait encore des traditions vivantes, alors on allait rituellement chercher, donc couper cette belle bûche en bois d'olivier, et elle était amenée dans la maison par l'enfant, enfin le garçon le plus jeune et l'homme le plus vieux de la famille. En fait, de cette façon, ils faisaient l'ensemble des générations. Oui. Et donc, ils portaient tous deux la bûche. Cette bûche était bénie avec du vin, avec de l'huile d'olive. Et ensuite, on la portait donc dans la cheminée et elle devait brûler, encore une fois, au moins jusqu'au retour de la messe de Noël. Oui. Parfois, d'ailleurs, pour éviter qu'elle s'éteigne, quelqu'un se dévouait pour rester de façon à entretenir la bûche. Ah oui, donc il y avait vraiment... Tout le monde y allait, sauf quelqu'un qui était là pour entretenir la bûche. Alors ça, selon les régions, on a d'autres types de rituels, mais c'est toujours cette idée, en fait, du bois que l'on met dans la cheminée, de façon à ce que, en quelque sorte, encore une fois symboliquement et en rappel avec les anciens rituels mythiques, mythologiques, religieux, eh bien on peut estimer que la fumée dégagée par la bûche de Noël, eh bien s'élève par la cheminée, va jusqu'au ciel, comme auparavant on faisait des sacrifices, justement pour les dieux, il fallait que les odeurs et la fumée des sacrifices parviennent jusqu'aux dieux. Donc c'est un peu la même idée qui a été donc remise au goût par le folklore et par les croyances. Ah oui, donc c'est vraiment encore des origines païennes, dans le sens très proche de la nature. C'est des origines primitives au sens noble du terme. Ah, c'est
très très primitif dans le sens où cela remonte, si on prend l'origine de ces croyances, elle remonte très très loin. Tout comme nous parlions tout à l'heure du Père Noël, une des origines légendaires mythiques du Père Noël, c'est d'une part Gargantua, qui en fait à l'origine ce géant, mais ce géant fondateur, parce que en dehors de Rabelais, il y a plein de récits qui racontent comment Gargantua a créé en quelque sorte le monde, en creusant les montagnes, en creusant les vallées, en édifiant les montagnes. Et au-delà de cela, notamment en mythologie nordique et germanique, on parle du dieu Odin. Odin, Wotan chez Wagner, était ce dieu que l'on présente en train de voler dans les cieux sur un cheval à 8 pattes qui s'appelle Sleipnir et qui dirige une sorte de chasse fantastique. Cette chasse, c'est-à-dire on voit le dieu avec toute une série d'esprits qui l'accompagnent. Eh bien, tout simplement, il a donné lieu à ce Père Noël qui est sur un renne avec des lutins qui l'accompagnent pour apporter les cadeaux. Donc, si vous voulez, il y a une identité en quelque sorte profonde, symbolique entre ces croyances. D'un côté, on a un dieu du panthéon nordique, de l'autre, on a une petite divinité, on va dire, folklorique, qui est le Père Noël. Ouais. Et alors, les rennes, pourquoi est-ce que, vous l'avez rapidement évoqué, pourquoi est-ce que le Père Noël a un traîneau traîné par des rennes ? Et là aussi, c'est l'origine du Grand Nord. Pourquoi le Grand Nord ? Parce que ces croyances, en fait, elles sont universelles, en tout cas en Europe. Eh bien, parce que on identifie ce qui est normal, le moment le plus long de l'hiver, le plus froid de l'hiver, là où la nuit est la plus longue, avec le Grand Nord. Le Grand Nord où, justement, à cette époque-là, la nuit dure 24 heures. Et donc, c'est là que l'on situe l'origine donc de ce Père Noël. Et les animaux du Grand Nord, bien sûr, ce sont les rennes. Et c'est pourquoi on a identifié le Père Noël avec les rennes. Mais en fait, dans d'autres régions, ça peut être un âne, ça peut être une mule. Vous voyez, c'est. Mais on a retenu le renne, bien sûr, parce que là aussi, c'est l'animal du Grand Nord. Polaire du Grand Nord, absolument. Ouais. Et alors, pour en revenir au Noël provençal, vous pouvez nous en dire un mot ? Enfin, quel est le Noël qui vous a, parce que vous avez dû avoir des contes, recueillir des contes, évidemment des traditions de Noël un petit peu partout autour du monde. Quel est le Noël qui vous semble le plus original, le plus étrange, le plus étonnant ? Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai une affection pour le Noël provençal parce que je suis moi-même provençal. Ah ben voilà. Et c'est vrai que j'ai souvenir dans mon enfance de ces Noëls où l'on préparait le réveillon. Alors le réveillon, par exemple, de Noël en Provence, c'est d'abord un menu maigre avant la messe de Noël. Pourquoi ? Ça correspond à ce temps de carême qui doit précéder toutes les grandes fêtes religieuses. Donc le menu maigre, on mange quoi ? On mange de la morue, on mange des légumes, on mange des tas de choses qui sont délicieuses d'ailleurs, mais il n'y a rien de carné, il n'y a rien de gras. Ensuite, eh bien, alors, tout en mettant bien sûr la bûche de Noël dans la cheminée à brûler, on va à la messe de Noël qui est très intéressante parce qu'il y a non seulement la crèche, mais également la crèche vivante dans de nombreux villages de Provence encore aujourd'hui. Notamment les villages comme Allot ou comme les Baux-de-Provence pratiquent encore la crèche vivante avec les enfants qui viennent costumés, avec des moutons. De vrais animaux, oui. Donc c'est quelque chose de très très vivant. Et à la suite de la messe de Noël, on revient et là, on fait le gros repas. Et là, c'est effectivement les repas avec les bonnes choses à manger. On mange d'ailleurs plutôt du gigot d'agneau que de la dinde. Et on finit par les 13 desserts. Alors, les 13 desserts qui ont été, dont parle Mistral, il y a plusieurs origines de 13 desserts. Alors, cela dit, il y en a 13, mais vous savez, il y a beaucoup de légumes secs, il y a beaucoup de fruits secs qu'on appelle les mendiants en référence justement aux ordres monastiques. Il y a des oranges et il y a la fameuse pompe à huile qui est le gâteau de Noël en Provence et qui est un gâteau qui est fait avec l'huile d'olive, peut-être confit et dans lequel qu'on va retrouver pour la fête des rois avec la fameuse fève. Oui, effectivement. Et les rois d'ailleurs qui arrivent annoncent aussi le renouveau de la lumière ou la fin de cette période de festivité. Alors les
les rois mages, c'est encore un petit peu différent. D'ailleurs, dans les crèches provençales, comme vous savez, on fait toute la crèche. On attend bien sûr minuit le 25 décembre au matin pour mettre le petit Jésus dans la crèche. Et les rois mages, on les met très loin sur d'autres meubles et on les fait avancer de façon à ce qu'ils arrivent le 6 janvier. Oui. Alors là, le roi mage, non, c'est plus l'idée parce ce sont des rois magiciens, donc en fait ils sont astrologues. Alors ils représentent à la fois la magie et la science en quelque sorte. Ils représentent également l'étranger puisqu'ils viennent d'Orient. Et donc c'est l'arrivée dans ce Noël. Surtout, par exemple, en Provence, on a un Noël qui est très cocon. Hein. Il y a la crèche avec vraiment les personnages du village, à la limite, qui parfois, dans certaines crèches, ce sont les vrais habitants du village qui sont représentés dans les santons. Et là, c'est l'immergence, tout d'un coup, de l'étranger, de l'autre, de ce qui est différent, des merveilles lointaines, et qui viennent justement se mêler avec la tradition chrétienne. C'est intéressant aussi, c'est cette richesse-là qui est intéressante. Gaspard, Melchior et Balthazar, les noms des trois rois mages qui viennent rendre visite, apporter la myrrhe, l'encens et l'or. Et l'or, voilà. J'allais oublier un troisième. Édouard Brazé, est-ce que le Père Noël, parce que c'est une question quand même fondamentale, est-ce que le Père Noël existe? Eh bien, écoutez, je peux vous dire une chose. C'est que jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve, je dis bien aucune preuve, qu'il n'existe pas. Donc, dans le doute, je pense qu'on peut être tout à fait autorisé, quel que soit l'âge que l'on a, à y croire. Ah, complètement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. Et les lutins, parce que vous y connaissez très bien en lutin, qui travaillent avec lui, viennent d'où? C'est des lutins qui sont spécialement attachés au Père Noël, ou c'est des lutins qui viennent des pays du Nord, un peu plus au sud du pôle Nord? Alors, les lutins, parce que c'est un esprit particulier, le lutin, quand même. Ils sont indépendants, les lutins. Et en fait, alors, ils sont en communauté. Alors, certains font des blagues, d'autres apportent justement. Quand vous avez un lutin chez vous, c'est très très agréable parce que il donne, si vous voulez, à l'atmosphère, à l'ambiance générale, un petit côté magique. Il peut s'occuper, d'ailleurs, dans les fermes, jadis, il s'occupait des chevaux. C'est le lutin est l'ami des chevaux. Il peut s'occuper d'ordonner tout ce qui se passe dans la maison, etc. Et il peut aussi apporter des cadeaux, et dans ce cas-là, il faut le remercier justement en laissant alors un petit verre de lait, un petit verre de vin, ou bien quelques miettes de pain ou de brioche, parce qu'il raffole de cela. Et on retrouve cette offrande dans le Père Noël. On sait bien que donc pour que le Père Noël se restaure avant de continuer son voyage, il faut laisser un petit verre à boire, et puis de quoi manger, quelques miettes. Alors ces croyances existent ici ou là avec des noms différents, avec des petits rituels différents. Avec les lutins, et ont été en quelque sorte centralisés, on pourrait dire ça comme ça, avec le mythe du Père Noël. Et en fait, ce mythe du Père Noël fige un petit peu en quelque sorte des croyances qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus vastes, et qui ont existé un peu partout depuis toujours. Édouard Brazé, dernière question, parce que je sais que vous êtes un fin connaisseur de ce monde de l'invisible. En ce qui concerne les lutins, si on a la chance d'avoir un lutin à la maison, un conseil ou deux peut-être pour peut-être l'apercevoir? Alors, l'apercevoir, j'ai rencontré des gens qui ont aperçu brièvement des lutins, mais ils sont tellement rapides qu'on n'a pas le temps de savoir ce qu'on a vu. Alors, je dirais que plutôt que l'apercevoir, parce que les lutins n'aiment pas du tout qu'on les observe. Ils ont horreur de ça, ils ont horreur d'être observés. D'un côté, généralement, ils sont habitués, comme ils vivent très longtemps, donc ils ont gardé leurs vêtements de leur jeunesse, c'est-à-dire au Moyen-Âge, ils sont habillés avec de vieux vêtements. Et notamment, un conseil, c'est-à-dire si vous avez un lutin chez vous et que vous voulez le conserver parce que vous trouvez que c'est plus gai d'avoir un lutin que rien du tout, eh bien, il faut lui faire des petites offrandes, mais ne jamais lui offrir des vêtements neufs. Ah bon? Les lutins se vexent quand on leur offre des vêtements neufs et s'en vont, ils ne reviennent jamais. Voilà, donc ça, c'est une chose à savoir. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Édouard Brazé, puis je vous souhaite un excellent et un très bon Noël. Merci
également. Hein. Et puis, bon Noël à tous. Voilà, et on se retrouve tout à l'heure à 21h pour aller se balader avec vous dans votre encyclopédie du merveilleux, du bestiaire fantastique et des peuples de la lumière. On reviendra sur ce monde magnifique des elfes. À tout à l'heure, 21h. Et puis, on se retrouvera évidemment encore l'année prochaine pour parler de vos livres, parce que vous allez en sortir beaucoup l'année prochaine, je crois. Hein. Oh oui, il y aura pas mal d'actualités. Je vais faire plusieurs albums, effectivement, illustrés sur tous ces thèmes féeriques. Bien, mes amitiés au lutin de votre maison. Merci beaucoup. À tout à l'heure.